La cybercriminalité coûtera aux entreprises dans le monde entier 10 500 milliards de dollars par an d'ici 2025. En 2015, ce coût avait été estimé à 3 000 milliards. De plus, saviez-vous que 60% des petites entreprises victimes d'une cyberattaque font faillite dans les 6 mois? Bienvenue sur la chaîne TechWi. Cette chaîne est dédiée à la technologie en général et à la cybersécurité en particulier. Dans cette vidéo, nous verrons comment la cybersécurité peut vous aider à réduire le risque d'une attaque grâce à quelques bonnes pratiques. Le premier point à prendre en compte, c'est de bien connaître votre parc informatique. L'idée est d'identifier et lister toutes les ressources numériques qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Comme exemple, les éléments à prendre en compte, c'est par exemple les équipements. Donc ça peut être les routeurs, les commutateurs, les téléphones, les ordinateurs. Donc il faudrait lister tous ces éléments-là. Et l'idéal, ce serait d'utiliser une CMDB, une Configuration Management Database. Donc c'est une base de données qui va référencer tous vos équipements, leur adresse IP, leur localisation, le propriétaire, comment contacter le propriétaire. Autre élément important à connaître dans votre parc informatique, ce sont les logiciels critiques. Donc il faudrait identifier leur rôle, avoir une procédure de mise à jour et de suivi des vulnérabilités. Il faudrait également avoir une procédure pour le suivi des licences. Dans ce cas, je vous recommande également l'utilisation d'une CMDB. Autre point important, ce sont vos données. Donc il faudrait identifier les données dont la perte ou le vol aura un impact négatif sur l'entreprise. En plus de cela, il faut identifier les données sensibles à une altération. Donc en d'autres termes, quelles sont les données qui, si elles sont modifiées, aura un impact négatif sur le fonctionnement de l'entreprise. Autre point, c'est qu'il faut vérifier la partie légale. Vous savez par exemple que pour les flux de navigation web, quand les gens vont sur Internet dans une entreprise, il faudrait que les fichiers journaux soient conservés pendant une certaine durée. Ces points-là doivent également être pris en compte. Un autre point important dans la connaissance de votre parc informatique, c'est la partie accès, où il faut identifier comment les employés se connectent aux ressources informatiques. Donc cela passe par trois principaux paramètres. Donc il y a le type de compte utilisé. Donc est-ce que c'est un compte administrateur? Est-ce que c'est un compte standard? Est-ce que c'est un compte invité? Le moyen d'accès. Donc comment l'utilisateur se connecte au système d'information de l'entreprise. Est-ce que c'est une connexion locale? Est-ce que c'est une connexion distante? Le troisième paramètre, c'est le statut du compte. Donc ça en général, c'est en rapport avec le contrat de travail. Donc est-ce que l'utilisateur est toujours employé dans l'entreprise? Est-ce qu'il est parti en retraite? Est-ce qu'il est en arrêt maladie par exemple? Donc il faudrait que ces informations-là soient identifiées quelque part et qu'on ait un statut clair et à jour. Autre point qui va vous permettre de bien connaître votre parc informatique, c'est identifier comment est fait la connexion avec l'extérieur. Donc pour cela, vous pouvez identifier toutes les communications entre le système d'information interne et l'extérieur. Donc ça peut être Internet, ça peut être la communication, l'interconnexion avec vos partenaires. Il y a également la partie connexion à distance. Le dernier point pour la connaissance de votre parc informatique, c'est d'avoir une cartographie de votre système d'information. Donc ce document va représenter tous les éléments importants dans votre infrastructure et c'est également un moyen pour vous d'identifier rapidement où est situé un équipement lorsque vous êtes par exemple en session de débogage. Toutes les informations que vous allez collecter, donc que ce soit sur les équipements, sur les logiciels, sur les données, sur les accès, sur les connexions à l'extérieur, toutes ces informations doivent être mises à jour régulièrement en fonction de l'évolution de votre système d'information. Ces actions permettent de faciliter les interventions sur vos ressources informatiques.
Le deuxième point à prendre en compte, ce sont les sauvegardes. Vous avez certainement entendu parler de ransomware ou rançongiciel. Si vous avez été impacté par ce logiciel malveillant, pour restaurer rapidement votre système d'information, il faut régulièrement faire des sauvegardes. Donc à cet effet, vous devez identifier les données à sauvegarder, définir une fréquence de sauvegarde. Donc la règle simple à utiliser, c'est plus vous produisez de données, plus la fréquence de sauvegarde doit être grande. En plus, vous devez choisir le lieu de stockage. Est-ce que vous stockez vos sauvegardes au sein de l'entreprise? Est-ce que vous les stockez à distance, par exemple dans un cloud? La question du chiffrement des fichiers de sauvegarde peut également se poser. C'est un point qui est recommandé. Je vous recommande de chiffrer vos fichiers de sauvegarde, surtout si vous les stockez dans un cloud. Le dernier point pour la partie sauvegarde à prendre en compte, c'est qu'il faudrait consulter et appliquer les lois en vigueur sur la conservation des données. Donc, par exemple, il faudrait prendre en compte le règlement général sur la protection des données, RGPD. Le troisième point à prendre en compte, c'est la gestion des mises à jour. C'est un point très important. Vous devez mettre à jour régulièrement vos outils, vos logiciels, vos équipements. Ils doivent être mis à jour régulièrement. Et vous devez avoir une politique de gestion des mises à jour de vos équipements ou logiciels. Donc de plus, vous devez suivre l'évolution des vulnérabilités liées à votre système d'information. Pour cela, vous pouvez par exemple suivre les publications régulières sur le CERT, CERT de votre pays. Par exemple, en France, il y a le CERT FR. Aux États-Unis, il y a le CERT US. Donc, en vous abonnant sur ces canaux, vous aurez la possibilité d'être informé sur les dernières vulnérabilités, les dernières alertes ou les dernières attaques en cours. Le quatrième point, c'est les antivirus. Donc cet outil vous protégera de la plupart des attaques. Attention, ce n'est pas le seul élément pour se protéger. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un antivirus dans votre système d'information pour dire que vous êtes protégé. C'est un élément qui va contribuer à la protection de votre système d'information. L'antivirus doit être déployé sur tous vos terminaux, donc les serveurs, les postes de travail, les appareils mobiles, etc. Il est recommandé d'activer la mise à jour automatique sur votre antivirus pour récupérer les dernières bases virales et faciliter la détection. De plus, certains éditeurs d'antivirus proposent de protéger votre navigateur web, votre connexion à distance ou VPN, vos transactions bancaires et certains éditeurs proposent également de se protéger contre les techniques de hameçonnage ou phishing. Donc il est bien évidemment recommandé quand ces options sont proposées de les activer pour augmenter votre niveau de sécurité. Le cinquième point à prendre en compte, c'est les mots de passe. Un mot de passe robuste est nécessaire pour chaque authentification. Un mot de passe simple peut être deviné rapidement par un pirate informatique. Pour cela, ce pirate peut utiliser plusieurs techniques. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler de l'attaque par force brute, où il y aura une tentative de plusieurs combinaisons, ou l'attaque par dictionnaire. Là, c'est des tentatives de mots de passe courants. Vous avez peut-être aussi entendu parler de l'ingénierie sociale, où le pirate va utiliser vos informations personnelles. Donc ça peut être un prénom, une date de naissance, un lieu de naissance, la date de votre mariage. Par ailleurs, le NIST, donc c'est le National Institute of Standards and Technology, c'est un organisme américain pour la définition de standards. Donc le NIST et Microsoft ont fait quelques recommandations sur la définition d'un mot de passe robuste. Donc ces 4 principaux points. Donc le premier est un mot de passe robuste est composé de 8 caractères minimum et a une longueur de 64 caractères au maximum. Et l'ANSSI, donc c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, en France recommande 14 caractères minimum pour les services critiques. D'ailleurs, d'après un sondage de Google qui a été réalisé en 2019, 52% des utilisateurs
réutilise le même mot de passe pour plusieurs comptes. Ça, c'est très dangereux, bien évidemment. Il faudrait utiliser des mots de passe différents. Autre critère pour définir un mot de passe robuste, c'est qu'il est composé de minuscules, de majuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. Le troisième critère pour un mot de passe robuste, c'est qu'il doit être changé dès que vous suspectez une compromission. L'expiration d'un mot de passe tous les 60 ou 90 jours n'est plus forcément recommandée, car quand vous forcez l'utilisateur à changer les mots de passe régulièrement dans des périodes très courtes, par exemple tous les mois, généralement, ce qui a été constaté, c'est que l'utilisateur il va prendre l'ancien mot de passe, il va changer peut-être 1 ou 2 caractères. Donc, ce qui fait que si le compte est compromis ou si le pirate arrive à trouver le début du mot de passe, il pourra deviner le reste facilement. Le quatrième critère pour définir un mot de passe robuste, c'est qu'il ne doit pas être réutilisé sur les autres comptes. Donc, bien évidemment, c'est un compte, un mot de passe. Donc, si vous avez 10 comptes, vous devez avoir 10 mots de passe totalement différents. Si possible, limiter l'utilisation de mots de passe et se référer à des services d'authentification transparents, donc par exemple le SSO ou Single Sign-On. Pour augmenter également la sécurité de votre authentification, quand c'est possible, utilisez l'authentification multifacteur ou MFA pour des comptes critiques et même pour des comptes standards. Autre point important, c'est que vous devez limiter le nombre de tentatives d'authentification qui ont échoué. Donc si par exemple au bout de 5 tentatives d'authentification, l'utilisateur n'arrive pas à s'authentifier, pour vous protéger, vous devez bloquer le compte et le compte sera débloqué manuellement. Donc ça permet par exemple de se prémunir contre les attaques du type attaque par force brute. Vous devez, je vous le recommande, utiliser un coffre-fort ou gestionnaire de mots de passe. L'exemple qui est généralement utilisé, c'est le logiciel KeePass qui va permettre de stocker tous vos mots de passe et tous vos comptes critiques. Le principal avantage d'un gestionnaire de mots de passe ou coffre-fort, c'est que vous aurez juste besoin de retenir un seul mot de passe. Donc c'est celui qui va vous permettre d'accéder au coffre-fort. Ensuite, vous aurez tous vos autres mots de passe dans cette base de données. Autre point important sur les mots de passe, c'est qu'il faut sensibiliser régulièrement les utilisateurs sur le MFA, le coffre-fort, les risques liés à la réutilisation des mots de passe et l'utilisation de mots de passe faibles. Donc la sensibilisation, c'est un point très très important pour réduire le niveau de risque. Le dernier point sur les mots de passe, c'est qu'il faudrait superviser les services qui proposent l'authentification. Donc ceci va permettre de détecter rapidement une activité anormale. Donc si par exemple vous monitorez les authentifications qui sont faites sur un contrôleur de domaine ou un annuaire, si par exemple un utilisateur génère 1000 tentatives d'authentification échouées en 1 minute, il y a un problème. Donc ça c'est un exemple de supervision qui peut être soit un faux positif, soit une tentative d'attaque en cours. Le dernier point que je voudrais voir avec vous, que je voudrais partager avec vous, c'est les pare-feux. L'utilisation de pare-feu va permettre de protéger les différents segments de votre réseau. Zone utilisateur, zone serveur interne, zone serveur externe, zone outils industriels, etc. Donc, de plus, il faut mettre en place une politique de filtrage. Un exemple de politique de filtrage, ce serait de bloquer tout par défaut, ouvrir uniquement les flux nécessaires et de journaliser tous les flux. Que ce soit des flux autorisés ou des flux bloqués, tout doit être journalisé. En plus, il faudrait mettre en place une procédure de demande d'ouverture de flux pour avoir quelque part un suivi de qui a demandé l'ouverture de flux. Donc l'utilisateur, par exemple, il va se connecter sur un portail et faire une demande d'ouverture de flux. Ensuite, la demande va être validée par un service. Donc en général, c'est les personnes qui travaillent dans le service gouvernance sécurité ou gouvernance cybersécurité qui vont valider ces flux. Et une fois que c'est validé, il y a une autre personne qui va implémenter ces flux sur les pare-feux. Si ce n'est pas validé, bien entendu, l'utilisateur sera notifié du pourquoi du refus. Enfin, il est aussi recommandé d'activer le pare-feu sur les postes de travail.
Voilà, c'est tout pour cette première partie. Merci de m'avoir écouté. J'ai mis dans la description les références utilisées pour la conception de cette vidéo. Abonnez-vous et surtout restez curieux.